What's up, guys? Bienvenue au What's Manger up? Puck Podcast numéro 17. Fait que déjà le 17e épisode quand même. Hey, ça Aujourd'hui, fait un bout. on est avec un joueur de la AHL, des Roadrunners de Toxin. On dit ça de même en tout cas. Jérémy Grégoire, merci d'avoir accepté l'invitation. Puis comment ça va? Ça va très bien, merci les boys, je suis content d'être ici. Ouais, c'est ça, un grand merci d'avoir accepté, justement. Nous, c'est ça, on a commencé, ça fait janvier, je pense. On l'a dit Janvier. Fin à janvier. Xavier Simoneau qu'on a eu dernière semaine aussi. Juste, on s'attendait tellement pas pouvoir avoir des joueurs qui jouent à des très forts calibres comme toi quelques mois plus tard. Puis ça nous fait un grand plaisir de voir à quel point Mhm. le monde du hockey est gentil et accepte nos propositions, même si tu sais, on n'est pas tant connu que ça. Puis c'est vraiment, vraiment le fun. Ça fait chaud au cœur de voir ça, vraiment. Pas de trouble, tout le monde commence à quelque part, puis on est juste content de redonner. Là. Ouais. Ouais. Fait que let's go pour le début du podcast. C'est sûr que pour les gens qui te connaissent pas, en fait, peut-être commencer par te présenter toi. Fait que un peu comment tu as découvert le hockey au départ, comment tu es tombé en amour avec ce sport-là qui te l'a fait découvrir aussi. Ouais, petite présentation bien simple. Là. Moi, je viens de Ouais. Sherbrooke. J'ai joué junior majeur à Chicoutimi puis à Bécomo. Puis ensuite, ça fait 6 ans là, que je joue professionnel. J'ai été repêché par le Canadien de Montréal. Donc, j'ai fait mes 3 premières saisons dans l'organisation là-bas. J'ai terminé avec le Rocket de Laval. Puis ensuite, ça a été direction de l'Arizona. Là, ça fait 3 ans que je suis là-bas. C'est drôle comment j'ai découvert le hockey. C'est mon père qui est un joueur de hockey professionnel. Ok. Il jouait un petit peu dans la Ligue américaine, mais il a joué plus dans la Ligue centrale à l'époque. Là. Fait que c'est au Texas que j'ai mis les patins pour la première fois. Fait Oh. que ce qui est drôle au Texas, ce qui est drôle, c'est que c'est pas par catégorie d'âge parce qu'ils n'ont pas assez de joueurs. Fait que c'est par catégorie, par année que tu joues. Fait que moi, vu que c'était ma première année, j'étais avec tous les jeunes de la ville au Tulsa, en Oklahoma. Puis Abilene au Texas, c'était à Abilene que j'ai commencé. À Abilene, c'était tous les jeunes qui étaient la première année qui jouaient. Donc j'avais 4 ans. Je jouais avec des jeunes qui avaient 7, 8 ans, des jeunes qui avaient 13 ans. Fait que ma première année de hockey, là, j'ai pas touché à la rondelle, même d'être pratique, j'étais pas fort. Fait que déjà là, Mais, il a fallu que je persévère et je continue. mais c'est ça, mais c'est sûr que ça doit aider de jouer avec des gens plus vieux parce que c'est ça, là, tu vois t'affrontes des difficultés dès que tu commences le hockey parce que t'as des gars, c'est sûr, qui vont être plus forts physiquement que toi sur patin. Et il y a beaucoup d'histoires aussi, là. Je pense à Jacob Pelletier et plein d'autres joueurs de hockey que vraiment ça commence avec, ils jouaient dans leur ligue des grands frères, ils jouaient dans des ligues avec des gens plus vieux. Fait que est-ce que tu penses que ça a dû t'aider dans ton développement? Ouais, c'est sûr, ça m'a aidé. Là. Tu sais, c'est quelqu'un qui aime juste un peu le hockey, qui voulait juste l'essayer, puis il touche pas à la rondelle de l'année. Là. C'est sûr qu'il ne se réinscrit pas pour l'année d'après, mais un beau modèle, c'était mon père, d'aller au match à Ouais. chaque soir. Et je voulais faire comme lui. Là. Je voulais être Ouais. un joueur professionnel, puis c'est drôle, c'est depuis que je suis jeune que je pense ça, puis je l'ai été. Puis Ça j'ai marche. un petit frère aussi qui joue professionnel, qui joue dans la Ligue américaine aussi. Là. Il est rendu en Finlande, fait que c'est une histoire de famille. Ah, ben, ça, c'est vraiment cool de savoir. Puis peut-être, c'est quoi le nom de ton père et le nom de ton frère? Ouais, mon père, Jean-François Grégoire, qui est entraîneur du chef du Dracor de Bécomo en ce moment. Oh. Il m'a pas Oh! coaché, moi, quand j'étais junior, mais là, Ouais. il coach l'équipe où je jouais. Là, fait que c'est le fun de retourner en région. Puis mon frère, c'est Thomas Grégoire. Il a joué pour le Phoenix pendant toutes ses 4 années junior. Puis là, il Ok. est rentré en Finlande. Ben, c'est vraiment cool d'avoir ça, une famille de hockeyeurs. Vraiment, vraiment Ouais. cool. Ben voilà, pour ceux qui le connaissaient pas, c'est Jérémy Grégoire, notre invité du jour. Donc maintenant, si on passe plus un peu aux questions à propos de de tes expériences professionnelles, tant en LHMQ avec le HL, euh, ben premièrement, si on peut parler de la LHMQ, là, pour toi, ça a été quoi tes plus beaux moments LHMQ que tu as vécu durant tes 5 années à LHMQ, si je me trompe pas? Ouais, j'ai joué 4 ans. Par contre, à 20 ans, j'étais Excuse-moi, dans la Ligue excuse-moi. américaine. Ouais, Mais non, excuse-moi. c'est pas vrai. Ouais, mes plus beaux moments, là, c'est vraiment à Bécomo. J'ai été repêché à Chicoutimi. Mes 2 premières années ont quand même bien été. Mais c'est vraiment plus vieux, là, à 18 puis 19 ans, que j'ai steppé up, là, comme on dit. Puis j'ai eu des belles séries avec le Dracor. Puis on a perdu 2 fois en finale. Ça, on n'a jamais réussi à gagner. Mais juste Ah, d'être à Bécomo, une ville de travaillants. Puis j'étais un joueur qui est un peu dans ce style-là, là, Mhm. un Ouais. grinder, un gars qui travaille fort. Puis
je m'impliquais offensivement aussi au niveau junior. Là, fait que de perdre en finale, ça a quand même été des bons moments, même si on n'a pas réussi à ramener la coupe là, pour tous les partisans. Ouais, ben, c'est ça. Bécomo, ça a la réputation d'être pas la plus grande ville, mais tous les gens qui sont là suivent le Dracor. Ouais. Puis, c'est quoi l'ambiance d'être à Bécomo? On peut appeler ça de même si tu veux un peu un coin perdu, on va pas se le cacher. Là. Pour moi, par exemple, qui habite sur la rive sud de Montréal, là, je pense à Bécomo, je me dis tabarouette que c'est perdu, C'est mais un coin à découvrir. Je ouais. vous dis, c'est un beau coin. Ouais, mais c'est quoi le bord le du fleuve, mais je comprends ce que ça veut dire. c'est quoi les sensations que tu as eues de là-bas? Les trucs qui te restent, que t'as en mémoire de Bécomo? Ben justement, peut-être le fait que tu éloigné, là, tous les boys ont été tout le temps ensemble. C'est quand tu joues plus d'un grand centre, les gars ils ont des blondes, ils vont à l'école, différentes écoles, sont un peu plus éparpillés, ils ont leur famille, mais nous autres, on était tous les gars ensemble. Il n'y avait pas, beaucoup de blondes. Fait que après l'école, on allait, on jouait tout le temps, on pratiquait, on faisait des activités. Fait que ça nous a vraiment rapprochés. Puis ensuite, les séries à l'aréna Henry Leonard, c'est un petit aréna, là. C'est un des plus petits dans le junior, mais ça fait tellement de bruit. Les gens, ils rentraient avec des gros klaxons de camions. Ça criait après les arbitres. Tu sais, Mané, il y a un gars qui a pitché une poubelle sur la glace. Les gens sont vraiment investis émotionnellement. Puis on gagnait en plus. Que ça a été des grosses années. Puis quand on a perdu en finale, je me souviens que les gars étaient déçus, mais c'était comme si la ville vivait un deuil. Parce qu'on avait un bon club, on était dans les favoris, puis finalement, on a perdu le 7e match à la maison sur un but plutôt chanceux. Là. Fait que tout le monde, la ville est en deuil pendant 1 ou 2 semaines, c'était quelque chose à vivre. Là. Mais tous des vrais passionnés. Puis en plus, ça, pendant ta dernière année, la GMQ, tu étais capitaine du Dracor. Ouais. Aussi, là, juste pour le mentionner. Et ben c'est ça. Puis vraiment, je pense que moi aussi. Oups, il y a un petit bruit de fond. Okay. Ouais, c'est bon. Moi aussi, je pense que si je serais la GMQ, je pense qu'aller jouer au hockey à une place comme le Dracor, où c'est ça que tout le monde te suit, tout le monde est passionné, puis il y a vraiment... Est-ce que je peux pas... Peut-être que je me trompe, mais il y a vraiment juste ça à Bécomo en termes de grosse équipe sportive, là, si je me connais pas tant dans les... Ouais, c'est l'attraction numéro 1 à l'école, à Bécomo, mais un de mes points, c'est qu'à l'école, moi aussi, ça a super bien été. J'ai gagné 2 fois le joueur étudiant de l'année dans la ligue, puis c'est beaucoup parti avec le fait que, merci, que c'était une petite ville à Bécomo. Le cégep, les profs, ils savent t'es qui, ils veulent t'aider, ils veulent que tu réussisses. Fait que dans des plus gros cégeps, peut-être avec, je sais pas, 3000, 4000 étudiants, tu perds un peu. Si t'es parti sur la route et t'as pas eu le temps de faire ton devoir, ben eux autres, ça veut dire en tout cas, ils ont plein d'autres élèves. Là. Fait que tandis que là, les séries, tu pars dans les séries, ben là, les profs le savent parce qu'ils sont au match le vendredi soir puis ils aiment ça suivre l'équipe, puis c'est pas de problème, puis tu t'étudieras plus tard puis tout. Fait que ça m'a vraiment aidé. Là. Fait que côté organisation, là, c'est en plus en plus, tu vas rendu avec un méchant bon coach. Fait que... Ouais. Puis, aussi le fait que tes profs peut-être te motivent dans ton parcours, ça t'a aidé aussi à l'école plus pendant les matchs aussi. D'avoir des personnes derrière toi qui ont confiance en tes capacités. Ouais, puis ma famille de pension aussi, là, c'est des gens qui vivent le hockey, qui vivent nos hauts puis nos bas, puis ces années-là, on était vraiment bons. Fait que quand t'as plus de hauts, c'est sûr que t'as des souvenirs positifs de ça. Ouais. Ben c'est ça, c'est sûr qu'avoir, comme tu dis, dans une petite ville, avoir plus de monde autour de toi qui ont plus de temps pour toi que comme tu as dit à Montréal, aussi comme tu dis encore une fois, la prof, écoute, elle a 4000 élèves, fait qu'elle n'a pas le temps d'aller voir si toi tu as fait ton devoir, c'est sûr que ça peut aider. Ben, c'est ça. Sinon, tu t'as parlé un peu de ta famille de pension, de Bécomo. Ça a été quoi ton expérience en famille de pension? Parce qu'on sait que c'est ça une des raisons pourquoi la LHMQ peut marcher, pourquoi les ligues juniors peuvent marcher. Puis vraiment, un gros merci, premièrement, à tous ces familles-là, tous ces personnes-là qui sont dans une famille de pension puis qui font vivre cette petite société-là. Mais toi, ça a été quoi ton expérience de ces familles de pension-là? Moi, j'ai toujours eu des belles expériences. Même à Chicoutimi, j'ai été chanceux, j'ai été placé chez mon directeur d'école avec sa femme qui s'occupait super bien. Puis, quand tu pars loin de chez vous, tu as 16, 17 ans, 18, 19, c'est quand même dans les âges où que tu vis des changements, tu vis plein de choses, mais toi, il faut que tu performes au hockey. Fait que
t'as pas nécessairement tes parents pour leur parler après si ça va bien, si ça va moins bien. Tu les Ouais. appelles, oui, mais les personnes sur place, c'est ta pension. Fait que j'étais vraiment chanceux. Quand ça allait bien, je lui jasais, il vivait les bons moments. Quand ça allait moins bien, ben, il était là aussi. Fait que c'est des deuxièmes parents. Là. Puis j'ai été vraiment choyé d'en avoir des bons. Est-ce que tu es encore en contact avec eux? Parce que je sais que Marc-André Fleury, sa famille de pensionnat, des fois, ils viennent le voir à Vegas, ils se parlent, puis tout. Xavier Simoneau aussi qui nous l'avait dit Ouais. la semaine passée. Ouais, mes deux pensions, là, à Chicoutimi, je leur parle encore. Il y avait un jeune qui était avec moi, 2 ans plus jeune, fait que c'était comme mon frère. On joue encore au golf pendant l'été. Ma pension à Bécomo, là, sont rendus meilleurs amis avec mes parents, vu que mes parents ils habitent à Bécomo à Star. Fait que c'est des gens c'est des parents que je vais avoir toute ma vie. Bah ouais. Mais c'est ça, durant ce temps-là, tu passais plus de temps avec eux qu'avec tes vrais parents. Fait que c'est sûr que tu développais des liens forts. Des Là, affinités, assurément. ouais. Ben oui. Puis, tu sais, à Bécomo, c'était à 8 heures de Sherbrooke. Fait que c'est sûr, je descendais pas souvent, puis je restais à ma pension. Ouais. Ouais. À ce que j'ai vu, là, t'es vraiment un bon leader. Déjà, à ta deuxième saison, la GMQ, t'as été, avant de, je pense, échanger à Bécomo, t'as été assistant des Chadniens. Puis deuxième saison avec le Dracor, t'as été assistant aussi, puis après, par la suite, capitaine. Fait que, est-ce que tu te montres en tant que bon leader, puis tu veux vraiment aider tes coéquipiers? Ouais, je dirais que tu sais, c'est pas si. C'est quand même simple être un leader parce que tu sais, j'arrive pas dans une chambre ou une équipe et je dis ah là, cette année je vais être un leader. Tu sais, c'est plus parce que à chaque jour, tu sais, je fais les bonnes choses, c'est-à-dire tu sais, je m'entraîne fort sur la glace. Tu sais, je travaille aussi, puis je suis une bonne personne, un bon coéquipier. Fait que tu sais, la recette est assez simple. Là. Puis mes premières années, comme là, c'était la première année que j'étais assistant à Tucson, mais c'est pas parce que les années d'avant, j'étais différent. C'est juste qu'il y a des fois que tu vieillis, puis là, t'es rendu ta 5e année, ben t'es rendu dans les plus vieux, puis c'est conséquent, là, mais ça a quand même fait de mon succès à travers les années, puis me permettre d'avoir une belle progression, de travailler fort, d'être une bonne personne, puis comment on dit, c'est de la fierté pour moi de montrer ça chaque année, puis les clubs aiment ça aussi avoir des gens comme ça. Ben oui, t'as totalement raison. Ça veut pas dire que t'as pas de A ou pas de C sur ton chandail, que tu peux pas être un leader dans la chambre. Puis pour toi, ben, tu l'as un peu dit, mais exactement, c'est quoi qui fait les caractéristiques d'un bon leader dans la chambre? Un gars qui va vraiment aider les autres. Ouais, ben il y a des leaders plus vocaux. Eux autres vont parler. Fait que c'est des gars qui ont une bonne prestance. Et quand ils font un speech, tout le monde écoute. Des gars qui imposent le respect. Puis il y a d'autres leaders qui sont plus silencieux. C'est que eux autres, tu les regardes, ils vont s'entraîner à chaque jour, ils vont tous faire des bons petits détails sur la glace, ils vont se sacrifier pour le coéquipier. C'est juste des bons gars, mais qui parlent moins. Moi, je dirais que je suis un mix un peu des deux. Là, je suis quand même capable de gager. C'est quand c'est le temps de parler, puis de dire qu'il faut se réveiller ou il faut stepper up, ou c'est quand le temps c'est quand c'est le temps de juste travailler. Puis parce que le respect, si tu fais juste parler, puis tu travailles pas nécessairement, ben, à un moment donné, les gars vont dire, ben, ça n'a pas de portée ce que tu dis. Là. Il faut vraiment, au début de l'année, tu travailles fort, puis tu montres que tu es un gars d'équipe, puis tout ça, puis après ça, ça te permet de plus parler. Là, puis faut t'agir. J'aime ça avant de parler. Ouais, c'est sûr. Je peux prendre un peu exemple, comme tu dis, il y a des leaders silencieux, un peu comme avec les Canadiens, Shea Weber. On le sait que c'est pas le gars qui va plus te parler dans la chambre, mais il est tout le temps là pour les autres gars des Canadiens, puis sa glace, il fait les bonnes affaires. Puis un peu un gars qui parle plus, mais qui fait aussi les bonnes affaires, sa glace, c'est Brendan Gallagher avec les Canadiens aussi. Là. Ouais, exactement. Ouais, vas-y, mon gars. Si je peux aller, aussi, t'as été échangé tôt dans ta carrière et la GMQ. Ça te fait quoi de changer de place comme ça à ta deuxième saison seulement, puis t'en as fait 4? Ouais, ben cette année-là, c'était une année un peu plus stressante émotionnellement pour moi, puis plus, tu sais, il fallait que je performe un peu plus parce que c'était mon année de repêchage. Fait que j'avais joué avant cet été-là, j'avais joué pour l'équipe Canada, des moins de 18 ans à Ethan Lincoln. On avait des méchants bons joueurs, on a tout gagné. Là, on avait McKinnon, Drouin qui jouait avec nous, Max Domi, Reinhardt, tu sais, la liste, Bo Horvat. On avait un méchant club. Là, ça, c'est fou. On a tout gagné. Ouais. Fait que après ça, quand ma saison a commencé, tu sais, je me disais, ça me prend une bonne saison, le repêchage s'en vient, tu sais, je trouvais ça gros, je mettais beaucoup d'emphase là-dessus, puis je me suis laissé dans le camp d'entraînement, ce qui a un peu déraillé ma saison. Fait que le changement d'air après ça à Bécomo,
ça m'a fait du bien. Puis je m'en allais dans une organisation qui gagnait avec Éric Veilleux, qui est un méchant bon entraîneur. Tu sais, je savais que c'est un gars qui allait demander beaucoup de moi, mais m'en donner beaucoup aussi. Fait que là, quand j'ai fait le changement, c'est là que ça a vraiment steppé up. Puis finalement, j'ai eu une bonne fin de saison, assez pour pouvoir être repêché par le Canadien. Ah, ben, c'est Puis, vraiment cool. Puis, Ça t'a fait quoi d'être repêché par l'équipe locale? Genre, tu sais, t'as quand même été repêché par l'équipe où, tu sais, peut-être pas de ton enfance parce que t'étais au Texas, mais je veux dire, ça t'a fait quoi d'être repêché par l'équipe, tu sais, l'équipe du Québec, là? Ouais, c'est ça. Mais ça, comment t'as vécu ton repêchage? C'était spécial. C'était spécial. On était à New Jersey, puis avec ma saison, tu sais, ma bonne fin de saison, puis mon début de saison affreux, tu sais, je savais pas où j'allais sortir. Puis finalement, c'est en 6e ronde que le Canadien a appelé mon nom. Puis, pour être honnête, j'étais pas un fan du Canadien quand j'étais plus jeune, j'étais un fan des Sénateurs. Là, je suis peut-être un peu un traître, là, mais... Bon, arrêtez le call là, bonne journée. Non, c'est pas Mon joueur préféré, c'était Jason Spezza. Ah. Il jouait à Ottawa, puis il avait perdu en finale contre Anaheim. Fait que dans ces années-là, tu sais, je les suivais. Il y avait un bon club là, à Ottawa avec Alfredson, qui était là, Fait que, mais tu sais, je veux pas le Canadien, j'y regarde toujours. C'est l'équipe la plus proche de chez nous, avec les francophones. Fait que c'était vraiment spécial. Puis on dirait que de me faire repêcher quand même assez tard, tu sais, 6e ronde, d'habitude, on donne pas grand chance à ces joueurs-là de jouer professionnellement après. Mais ça m'a fait un peu un coup de pied dans le derrière là, pour en donner plus. Puis tu peux voir après ça mes saisons junior majeur, c'est là que ça a vraiment explosé. Puis j'ai réussi à signer un contrat avec Montréal puis à continuer. Là. Fait que c'était le fun, mais c'était un wake-up call aussi. Est-ce que tu as trouvé... Ok, parce qu'on a parlé avec Nick Riopel, puis il a trouvé Trevor Timmins dur avec ses joueurs puis leur parcours, tout ça. Est-ce que tu l'as trouvé dur, toi, Trevor Timmins? Ben, en fait, lui, tu sais, il nous repêche. Fait qu'une fois qu'on est repêché, après ça, c'est plus l'organisation là, qui va s'occuper de nous. Ouais. Mais, tu sais, moi, je suis juste heureux qu'il m'ait drafté, là. Ben ouais. C'est compréhensible, c'est compréhensible. Puis, je sais pas si ça va être ça ta réponse, mais j'allais te poser la question, ça a été quoi ton inspiration, ton joueur ben, j'allais dire ton inspiration, mais est-ce que c'était Jason Spezza ou t'en as un autre qui te vient en tête quand je te dis ça? Ben, je suis moins style à Jason Spezza. Là, Spezza, il est beau avoir allé, il a des bonnes mains et tout ça. Mais je m'inspirais beaucoup de Jerome McGinley. Ouais. C'est un droitier, un gars qui joue en ligne droite, il frappe, donne des mises en échec, il va pogner un peu de temps en temps, il va scorer des buts aussi. Fait qu'un bon mix. Puis quand j'étais jeune, tu peux voir les tempéraments des jeunes assez rapidement sur une glace. Puis à chaque fois que les coachs lançaient la rondelle, que tu étais mag 2 ou moi je fonçais direct sa rondelle, puis je voulais tout le temps l'avoir. Là. Fait que c'est des caractéristiques qui m'ont tout le temps servi. Puis après ça, j'ai tout le temps eu du caractère. Fait que ça venait naturel là, sur la glace. Chacun de tes chiffres sont à 100 000% totalement. Puis, ben, Jérôme McGinley aussi un très bon leader. Aussi, semble la renommée. Ça prouve qu'il n'y a pas juste quelques-uns qui l'ont remarqué, tout le monde l'a vu jouer. Puis c'est un joueur extraordinaire pour vrai. Ouais, vraiment. Ouais, non, c'est peut-être pas les joueurs que tu remarques en premier, mais après ça, si tu as besoin de gars de même pour venir en équipe. C'est ça. Bon, moi, donc là, j'ai une question pour toi, là. Tu sais, t'as grandi combien de temps au Texas? On a été là 3 ans. Fait que mon père a joué là, puis je commençais la première année, puis ma mère est prof. Fait qu'elle voulait que je le fasse au Québec. Fait qu'on est revenu au Québec, puis mon père a continué à jouer en Suisse un petit peu, puis après ça, il est revenu, là, il a fini dans la Ligue senior qui est ici. Fait que, tu sais, après, il s'est consacré à être coach, puis il m'a tout le temps développé là, quand j'étais jeune. Mais, mes 3-4, je dirais que je suis revenu au Québec, là, j'avais 7 ans, 7-8 ans qu'on commence la première année. Fait que ça a été mon parcours. Je voulais juste être sûr que tu n'étais pas un gars qui a grandi dans le Texas, dans le sud des États-Unis. Parce que ce que je vais te demander, c'est est-ce que le switch entre Québec, Montréal et Arizona a été dur pour toi ou ça a été instinctif, normal? Ah, c'est une bonne question parce que depuis que je suis jeune, je savais que je voulais jouer au hockey, mais je savais que ça allait comporter de voyager. Fait que même ma première année là, dans l'organisation de Montréal, on jouait à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Si vous regardez ça sur la carte, là, c'est la ville la plus à l'est. Ah ouais. Canada, fait que c'est vraiment loin.
Mais j'adore ça, me promener. Puis là, en ce moment, je joue en Amérique du Nord, mais aller jouer en Europe, là, mon frère m'en parle vraiment bien, puis j'aimerais ça aussi. Fait que voyager, ça n'a jamais été un problème pour moi. Puis même une année, en fait, j'ai joué à Nashville pour le club école. Milwaukee. Puis quand je me suis fait. À Milwaukee, exactement. Fait que quand je me suis fait échanger, ça a été en 3 secondes. Je regardais justement la game du Canadien, puis là, je reçois un appel sur mon cellulaire. Le directeur général dit on vient de t'échanger à Tucson. Le directeur général de Tucson va t'appeler bientôt. Fait que merci. Fait que ça a duré 10 secondes. Mais tu sais, j'étais pas shaké. Je dis bon, ben je prends mes clics et mes claques, puis on s'en va en Arizona. Fait que non, c'est sûr qu'il faut que tu sois fait pour ça. C'est pas tout le monde qui est fait pour ça, mais non, je suis habitué. Ouais, mais c'est ça. Question par. Tu sais, t'as parlé un peu du staff là, de Tucson. Là. Le coach des Roadrunners, c'est un Québécois, Steve Potvin. Est-ce que genre ça change quelque chose ça dans ton mindset ou je ne sais pas, genre est-ce que genre ça t'aide? Ouais, c'est ça. t'aide. Ouais, ben c'est un franco-ontarien, fait que lui, ça fait longtemps qu'il est en Arizona. Il se souvient un peu du français. Fait que, tout est en anglais avec lui. Là, mais on a une bonne relation. Même là, la saison est finie, on se texte encore. Puis des fois, il arrivait le matin, puis hey, comment ça va? Puis il casse son anglais un peu, mais son français un peu, mais il est super bon. Fait que c'est sûr que ça l'a aidé. Là, on avait un lien, qu'on avait des choses à parler, puis non, ça, c'est sûr que ça faisait une différence. OK. C'est quel genre de type c'est quel genre de type de coach qui est? Quel genre de Lui, type de en fait, l'année d'avant, c'était notre assistant coach. Fait qu'assistant coach, c'est une relation différente avec les joueurs qu'en chef. Fait que l'année d'avant, c'était un skills coach. Il veut que tout le monde soit sur une bonne longueur d'onde. Il parle, puis il a réussi à amener ça en tant qu'entraîneur-chef aussi. Fait que un bon gars, il veut se faire aimer par tout le monde. Puis c'est un gars qui voit vraiment bien la game au niveau des skills et tactiques aussi. Là. Fait que je l'ai vraiment adoré comme coach. Ah, ben c'est vraiment, vraiment bien. Si on retourne maintenant un peu en arrière, puis on reparle un peu du Rocket Laval, du Laval de Rock. Du Rocket de Laval, désolé. Ça a été quoi tes moments mémorables d'être avec le Rocket, puis les souvenirs que t'en as? Le Rocket, c'est toute une organisation. Là, quand on a déménagé de Saint-John's, on savait qu'on s'en venait à Laval, mais la Ligue américaine, c'est un peu méconnu au Québec. Puis les gens, selon l'opinion populaire, là, la Ligue américaine, c'est les mineurs. C'est une ligue pas forte, les piochons qui sont encore là. Mais je pense que ça a fait réaliser à tout le monde que ça jouait du hockey. Là, puis il y a des méchants bons joueurs qui jouent là pareil. Mais mon meilleur souvenir à Laval, c'est le premier match de saison régulière à Laval contre le club école des sénateurs. Fait que c'était plein, il y avait 10 000 personnes, tout le monde avait des drapeaux, c'était fou. Puis on était vraiment pas bon cette année-là, par exemple. Fait que je te dirais que c'était pas mal ça le moment marquant, le premier match. Après ça a été downhill un peu. Mais par contre, j'ai eu ma meilleure saison là, dans la Ligue américaine. Fait que j'ai travaillé pour avoir un call-up, mais à Montréal, ça n'a juste pas donné, je pense, avec leur saison aussi qui allait pas très bien. Fait que pas de cadeau. OK. Ouais. Mais c'est ça doit être quand même toute une expérience là, jouer justement dans le coin local de Montréal. Ouais. C'est sûr que, comme tu as dit, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, tu sais, les personnes qui s'intéressent au hockey, mais pas trop non plus, qui pensent vraiment que la AHL, ça va être mineur comparé à la NHL, mais c'est pas vrai, c'est du très haut calibre qui joue là aussi, puis c'est ça reste que c'est extrêmement physique aussi par calibre mondial. C'est pas... Ouais, exactement, puis Vas-y. Tu peux y aller, Gabriel. Non, j'avais fini. Ouais, non, c'est ça, mais tu sais, la Ligue nationale, la Ligue américaine, la ligne est tellement mince pour jouer en haut que selon moi, il y a tout le temps les exceptionnels dans la Ligue nationale. Tu penses à Crosby, McDavid, tous ces gars-là, c'est sûr que peu importe leur parcours, ils joueraient dans la Ligue nationale. Tandis que des gars de quatrième ligne, des gars des fois qui ont des opportunités, ben, tu pourrais les interchanger avec les meilleurs joueurs de la Ligue américaine dans leur rôle. Parce que c'est pas nécessairement les meilleurs joueurs qui vont monter, c'est ceux qui font leur rôle le mieux. Mais des fois, tu t'en rendras pas nécessairement compte. Là. Fait que des fois, c'est de l'opportunité. Des fois, le coach l'aimait, il est monté, il a une bonne passe, 10 matchs que ça a bien été. Fait que la ligne est quand même mince. Puis je te dirais que selon moi, il y a quand même un 20% de chaque équipe là, de la Ligue nationale que tu pourrais interchanger les joueurs avec des joueurs de la Ligue américaine. Puis tu verrais pas de différence. Là. Puis à Laval, on l'a vu, c'est un gars comme Dale Louise qui a une belle carrière dans la Ligue nationale, ben là, il descend dans la Ligue américaine, puis
il fait son rôle, mais pas nécessairement plus de points. Fait que c'est vraiment une question de rôle, là, selon moi. Ouais. Et c'est ça, on peut prendre aussi d'autres exemples comme Belzile qui s'est bien débrouillé pour le temps qui a été avec les Canadiens aussi. Puis un peu ça aussi, là je sais qu'il y a une nouvelle équipe à Trois-Rivières. Merci à mon grand-père si t'écoutes ça pour avoir acheté des billets de saison pour les Lions de Trois-Rivières. Tu sais, c'est une équipe SHL. Fait que là, c'est en bas de la HL aussi, mais je veux pas entendre les gens commencer à dire c'est du calibre pas bon. C'est du calibre extrêmement fort aussi, puis ça va être le fun à regarder aussi. Fait que j'espère juste que les gens aussi au Québec vont être accueillants envers cette nouvelle équipe-là, puis qu'on va aller l'écouter. La East Coast, c'est pas compliqué, là. C'est une ligue de. Tu sais, tu compares la East Coast à AHL. La AHL, c'est pour développer des jeunes. C'est une ligue où tu vas avoir des prospects, des joueurs qui vont pouvoir s'établir en NHL dans le futur. Puis la East Coast, c'est une ligue où ils ont du potentiel pour jouer dans une ligue professionnelle, mais pas assez pour se rendre dans la AHL, NHL. Fait c'est pour ça qu'il y a des joueurs qui ont des 2 volets AHL, CHL. C'est justement pour ces raisons-là. Puis il faut pas que les gens commencent à dire ouais, tu sais, c'est pas un bon calibre puis tout, parce que pour vrai, on l'a vu, Ukko-Pekka Luukkonen. Bon, est-ce qu'il va donner quelque chose rendu aujourd'hui? On ne sait pas, mais il était supposé être un méchant bon prospect, puis il a joué pour le club école de CHL. C'est Cyclone, Cincinnati Cyclone. C'est pas le seul. Il y a aussi Jack Campbell, qui a fait un petit tour en ECHL, il me semble. Même chose pour. J'en ai oublié un. Oh. C'est souvent des gardiens qui vont retourner parce qu'ils n'ont pas pas tellement de place. Exact. J'avais un joueur en tête. Je viens de l'oublier. Dommage. Toi, là, Jérémy, est-ce que c'est un contrat 2 volets ECHL, AHL ou t'as juste un contrat AHL? Ouais, mais mes 3 premières années, c'est un contrat Ligue nationale. Ouais. Puis là, après ça, l'équipe peut se qualifier ou pas. Puis là, tout le monde a changé. Joël Bouchard est arrivé. Fait que bref, là, j'ai signé après ça mes contrats One-Way AHL. Là. Okay. C'est ça, c'est des One-Way AHL. J'ai jamais joué de match dans la East Coast. Ça a tout été dans la Ligue américaine. Là, je suis rendu au-dessus de 300 puis on continue. Je voulais amener un point là, par rapport au Lions de Trois-Rivières. Est-ce que tu penses que, mettons, des Québécois, mettons, dans la GMQ sont pas repêchés, puis ils finissent leur carrière à la GMQ, ça pourrait leur donner une opportunité à Trois-Rivières dans la SCHL. Ouais, de montrer leur talent. Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment, parce que, tu sais, je pourrais rajouter ce que vous disiez sur la East Coast, là, il y a beaucoup de joueurs qui sont là, mettons, vous regardez des Québécois, là, tous des gars qui ont eu du succès junior, qui ont fait énormément de points junior majeurs, puis comme tu dis, ils ont peut-être passé en dessous des cracks, puis ils vont réussir à monter après ça, là, fait que des gars de même, ils vont pouvoir jouer à Trois-Rivières, des joueurs qui sont en Europe, qui veulent se rapprocher de leur famille aussi, fait que ça va faire un bon club, là. D'après moi, ils veulent bâtir quelque chose de bien à Trois-Rivières. Puis ils veulent se concentrer sur les Québécois, vraiment. Ouais. Je pense aussi à un joueur là, avec le Lightning, Ross Colton. Je pense qu'il a joué il a joué dans la ICHL. Maintenant, il est rendu il est quand même assez fort avec le Lightning. Il joue en playoff. Puis il y a eu un bout de dernièrement contre le Hurricanes. Ça prouve que même si tu commences bas, tu peux toujours atteindre les hauts sommets. Est-ce que tu trouves exactement, faut juste pouvoir faire à chaque niveau. Ouais. Colton n'a jamais joué ICHL. Non, il a joué toute sa vie au HL. Ok, mon gars. Mais est-ce que tu trouves que en Arizona, la vision des gens sur AHL, NHL est différente qu'au Québec, puis avec la AHL, NHL, Rocket canadien, ou c'est la même affaire environ? Non, t'as raison. C'est différent parce que là-bas, c'est pas la ligue, là, ça leur dérange pas parce qu'ils connaissent pas tant que ça le hockey. Fait que tu pourrais mettre les Roadrunners à Phoenix, puis les Coyotes, l'équipe de la nationale à Tucson, puis ça serait le même intérêt parce que c'est la ville, tu sais, c'est l'équipe de la ville. Fait que eux autres, ils viennent de Tucson, ils vont voir du hockey. Fait que ça pourrait être une équipe de la East Coast, ça serait quand même plein. Nous autres, c'est plein. Puis ça pourrait être de la nationale, ça serait plein aussi. Les gens, ils font pas tant la différence. Ils prennent ce qu'ils ont, puis c'est différent. Là, une petite anecdote pour vous autres. La première fois que je me suis fait échanger, je suis arrivé à Tucson, puis là, après la pratique, on était en février, puis là, à Milwaukee, après la pratique, j'étais habitué de retourner chez nous puis pelleter. Puis là, les gars, après ça, à Tucson, ils disent là, c'est quoi tu veux faire? Tu veux aller à la piscine ou tu vas aller jouer au golf?
C'est pas pareil. Ouais. Il fait 25-26 en février, tu pars en Gogun, puis non, c'est un beau lifestyle. Est-ce que toi, t'aimes mieux ça à Milwaukee, là, où il fait un peu plus frais, t'as une meilleure atmosphère de hockey? T'aimes bien ça aller te baigner puis jouer au golf après? Ouais, moi j'aime ça me baigner puis aller jouer au golf, puis m'amuser, puis faire d'autres choses. Là. Mais je pense pas que ça doit être une mauvaise À Laval aussi, à Laval aussi, c'est une belle atmosphère. Tu sais, je me faisais reconnaître et c'était c'est une ambiance de hockey. Fait que les deux, là, c'est trop. Mais pour toi, là, c'est quoi l'aréna all-time, là? Junior, AHL, toutes les ligues où tu as joué, c'est où l'aréna où c'est le plus tough de jouer devant les fans? Genre, où les fans sont les plus emblématiques, puis que... Ouais. Je vais vous donner deux catégories. Fait que junior majeur, l'endroit le plus difficile, je dirais que c'est à Halifax. C'est un gros aréna, il y avait des bons clubs, McKinnon, Drouin, mon chum Zach Fical qui était là, Marty Furt. Fait qu'ils ont toujours eu des bons clubs, mais la place la plus dure, tu peux demander à n'importe quel joueur qui a joué junior, c'était Bécomo. C'est nous autres comme club local, puis on était tough, on était gros, il y avait gros de monde qui voulait pas jouer. Là. Il y avait une petite grippe là, le soir quand tu jouais contre le Drakkar. Dans la Ligue américaine, c'est une petite ville, un peu comme Bécomo, mais Utica. À Utica, c'est un aréna qui a été utilisé pour filmer Slapshot dans les années 70. Ça ressemble encore à... Ils n'ont rien rénové. Là. Fait que, avec le genre d'aréna le genre d'estrade qui sont un peu sur la glace. Là, puis c'est tout le temps plein là-bas. C'est upstate New York. C'est à peu près à 3 heures de Montréal. Fait que, à Utica, c'est la place la plus difficile à jouer. La plus fun, je dirais. Moi, j'aime ça. Je dis pas que c'est difficile. C'est juste un bon... c'est un bon feeling, puis un peu plus NHL Arena, là, Hershey. Ouais, mais là, malheureusement, Hershey qui ont... Utica change de ben pas d'aréna, mais change d'identité. C'est New Jersey. Les fans vont rester là, parce que c'est l'équipe de la ville. Là. Je pense qu'ils vont partir, ça va être la même ambiance, mais à Hershey, là, c'est 14 000 personnes. Ils chantent pour les Bears, c'est à Hershey, la ville du chocolat. C'est une méchante belle ville en Pennsylvanie. C'est mes deux endroits préférés pour jouer. Mais est-ce que, mettons que tu joues contre le Moose du Manitoba, là, est-ce que t'as quand même un peu le feeling de la NHL, genre, par rapport à l'aréna qui était au Bell MTS, au Bell MTS Place, où c'est comme moins... comme, tu sais, tu dis, ouais, c'est comme plate comme aréna, genre, il n'y a pas de... C'est pas l'ambiance. Ouais, non, c'est différent un peu parce que oui, quand t'es plus jeune, ça t'impressionne les gros arénas, mais en même temps, là, j'ai joué peut-être une dizaine de matchs hors concours dans la Ligue nationale, fait que j'ai quand même ce feel-là. Ouais. Fait que à San Jose, c'est la même aréna, le Moose Manitoba, c'est la même aréna, puis il y a peut-être 300-400 personnes. Là, fait que c'est des games un peu plus plates. C'est quasiment comme si on jouait cette année sans fans. Ouais. Ça, c'est un peu plus. C'est vrai que c'est un peu plus plush. Puis sinon, c'était comment jouer sans fans cette année? Ouais. Nous autres, on n'a pas joué si longtemps que ça sans fans. On a joué un mois, après ça, on a laissé rentrer du monde, mais c'est plate. Là. Surtout un gars d'énergie comme moi qui une bonne mise en échec, la foule va crier, un lancer, une scoring chance, ça donne de l'énergie. Puis, fait que mon énergie, il fallait que j'aille la chercher différemment. Puis c'est bizarre parce que moi, je parle beaucoup sur la glace. Fait que t'es dans les estrades, il n'y a personne. Tout le monde t'entend, t'as juste l'air d'un fou. J'étais content qu'il y ait des fans qui rentrent. Là. Il y avait juste les commentateurs. Greg Worth speaking to himself. Ouais, exact. Non, je crie pas mal après tout le monde. Là, fait que, je me parlais pas à moi-même. Ok, parfait. En parlant d'atmosphère, là, quand les Ice Caps sont devenus le Rocket, est-ce que ça a vraiment changé quoi dans les estrades? Là? Vraiment du premier match du Rocket à, mettons, dans la dernière saison des Ice Caps? On a commencé à Saint John's. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça que tu veux dire. Ouais. C'est ça, à Saint John's, la première année qu'on est allé, on était là pour 2 ans, mais les gens pensaient qu'on s'installait pour de bon. Fait que la première année, c'était plein. Puis à la fin de notre première saison, ils ont annoncé qu'on partirait après l'autre. Fait que là, la deuxième, là, on avait plus à ben de monde de cette stade. Fait que ça fait une différence. Fait qu'on est commencé sur un high, on est allé sur un low, mais là, quand on est arrivé à Laval, c'est là que ça a remonté. L'intérêt était là. Il y avait
quand même une moyenne de 5-6 000 là, personnes qui est excellent à Laval là, pour le Canadien qui est juste dans la cour arrière, là, parce que si on compare avec San Jose, les autres, ils vont avoir 400-500 personnes dans la même aréna. Fait que l'intérêt est là à Laval, puis là, ils commencent à avoir des bons clubs. Fait que c'est tant mieux pour eux, puis c'est bon pour les gars aussi. Là. Vraiment, cette année, il est incroyable. Puis comme tu as dit, le nombre de personnes puis l'ambiance peut faire une grosse différence. Pour toi, si on prend l'exemple là, de la série Canadien contre Vegas, c'est aréna complet, alors que les Canadiens, c'est seulement 2500 personnes encore. Pour toi, est-ce que ça va jouer une grosse impact durant cette série-là, cette différence-là? Ça va peut-être aider Montréal, surtout ce soir. Tu sais, t'as pas joué devant personne de toute l'année. Puis là, c'est plein à 14 000, fait que ça va leur donner un petit boost. Puis de l'autre côté, par exemple, Vegas retourner à Montréal sans spectateurs ou moins de spectateurs, je pense pas que ça va faire vraiment une différence. Fait que c'est plus au début de la série, selon moi, qu'on va voir ça. Puis vers la fin de la série, il y aura, les deux équipes jouent dans la même arena, là, fait que tu verras pas de différence. Mais je m'attends que la première période, les gars du Canada aient des papillons dans les jambes. Fait comparé à beaucoup de gens, tu penses que ça va être plus un avantage pour les Canadiens d'avoir moins de personnes dans leur arena? D'avoir plus de personnes, je pense que ça peut leur donner un boost parce que Vegas sont habitués d'avoir cette ambiance-là. Mais en même temps, c'est tellement minime. Là. Tu peux pas te dire après une game, on a perdu parce qu'on n'était pas habitué qu'il n'y avait pas de fans dans les estrades. L'Estreuse n'est pas là. Là, c'est psychologique. Là. Ouais, c'est ça. Puis aussi, ils vont parler de. C'est comme à TV, je regardais tantôt, là, ils ont eu plus de jours de congé, moins de jours, est-ce que ça va payer? Fait que, à quel point ça fait une différence, je suis pas certain. Ça va jouer sur la glace. Okay. C'est sûr, mais faut pas oublier que Vegas sont à 99%, je pense, de capacité. Islanders sont à 99% de capacité. Montréal sont comme à 10%. Puis t'as 11,7%. 11,7%. Ouais, même chose, on va se le dire. Puis c'est quoi l'autre équipe, bordel? Tampa sont comme à 75%. C'est à 77,5%. Puis Vegas sont à 100%. Ouais. Mais comme... Non, ils peuvent pas être à 100. Oui, mais ils sont à 100. Ouais, ils l'arrondissent. Mais ils sont à 99,9%, que c'est de sa chance. Il y a une personne qui peut pas venir, non? C'est parce que c'est que les bancs derrière, les bancs des joueurs ne peuvent pas. Ouais, mais ils ont gardé la petite toile en arrière des bancs. Mais c'est ça, selon toi, tu sais, à ce stade-ci, si tu regardes l'ambiance dans chaque aréna, qui est avantagé d'avoir autant de fans ou pas assez, là, mettons Montréal, là? Ouais, non, c'est sûr que Vegas sont avantagés. New York Islanders aussi, l'ambiance là, dans les games. Ouais, c'est malade. Surtout Islanders, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de succès comme ça. Puis le monde, ils sortent dans la rue, ils sortent d'un resto, ils veulent juste encourager leur club. Fait que ces deux clubs-là seraient avantagés. Mais j'ai de la misère à voir comment Vegas, là, ils peuvent échapper la série puis se rendre jusqu'au bout. Là, honnêtement, là, c'est une méchante machine de hockey. Ouais, mais c'est ça, mais tu sais, comme je check Tampa hier, qu'il y ait des fans ou pas dans cette arène-là, c'est silencieux comme. Écoute, là, puis reste chez vous à regarder la TV, c'est la même chose, là, littéralement. Là, ouais, mais dans le Tampa, connaissait pas un match de fou non plus pour que les fans s'ambiancent. Hey, ok. Peu importe que le match soit bon ou pas, désolé, là, mais ça n'a aucune raison d'être que. Genre, ils soient pas capables de mieux. Ambiancer ça. C'est ça, il y avait rien. Même au début de la game. À la fin de la game, quand tu perds par un but, t'aimes ça que mettons t'es à domicile, t'aimes ça que ta foule te supporte pour aller push vers un but, un autre but. Puis à Tampa, c'est pas reconnu comme une ville de hockey, là. C'est plus la ville de football des Buccaneers qui ont gagné le Super Bowl dernièrement. Fait c'est normal que t'aies pas une autant grosse ambiance que mettons Montréal qui ça serait plein. Ou même Islanders en ce moment, là. C'est pas plein, mais l'ambiance est incroyable. En même temps, Gab, Tampa ont gagné la Coupe Stanley l'année passée aussi, fait qu'on regarde. Là, mais ils l'ont gagné à Edmonton. Ouais, mais j'ai vu beaucoup des journalistes de SN Sport, là, le réseau des Maple Leafs. Là, ils disent que Tampa, ils connaissent le hockey depuis juste 2 ans. Parce que leur équipe est bonne. C'est ça, c'est depuis 2 ans que Tampa performe comme ça. Puis c'est peut-être vrai quand tu regardes ça que les fans, ils connaissent peut-être pas tant que leur hockey que ça, contrairement à, mettons, une équipe comme New York où ce que c'est des fans emblématiques depuis toujours, Montréal où ce que c'est ça aussi. Fait que je me dis que Tampa
c'est peut-être ça qui se passe. Ils connaissent pas trop leur hockey non plus. Là. Vegas, peut-être aussi, mais Vegas, ça gueule tout le temps, là, peu importe. Même affaire pour Floride, là, si t'as vu dans les séries. Moi, j'ai critiqué tout le temps parce qu'il n'y avait pas de fans dans leur amphithéâtre là, à chaque game pendant les saisons misérables qu'il y avait avant. Là, tu vois, cette année, ils ont fait les séries. Puis le premier match là, qu'il y a eu, il était à domicile parce qu'il y avait l'avantage à glace. Il y avait du monde dans l'amphithéâtre. C'était quelque chose, puis c'était bruyant. Enfin, moi, je pense que dans les marchés qui sont pas favorisés pour le hockey, ben ça fonctionne avec la performance de l'équipe. Si l'équipe est bonne, ça va aider, qui va peut-être avoir plus de fans. Ouais, puis je pense que, je sais pas si Jérémy, tu peux être d'accord avec ça, mais c'est comme vous avez dit, là, quand il y a une équipe qui gagne plusieurs fois de suite, oui, faut que le crowd t'aide à mieux performer en criant puis en tout le temps te gardant dans le match, mais toi aussi, t'aides la foule à réagir puis à crier quand au contraire, tu gagnes des matchs et tu es sur une série de victoires. Est-ce que tu le remarques toi aussi les différences de ça? Ouais, ben c'est sûr que surtout en troisième période, là, quand la foule crie, tu as comme un incitatif de plus, fait que tu es plus dans le moment. La foule permet d'être plus dans le moment puis moins pensé. Fait que non, vous avez raison là-dessus. Là. Aucun problème. Sinon, si on parle un peu de cette année là avec les Roadrunners, tu as joué avec une couple de bons prospects aussi. On peut parler de Jan Yannick, Barrett Hayton, aussi avec Victor Soderstrom. Ouais, c'est ça, Victor Soderstrom. C'est quoi que tu vois dans ces jeunes-là? Puis aussi, comment ils se comportent dans la chambre? Est-ce qu'il y en a un qui est plus discret, l'autre qui est plus leader, parler beaucoup? C'est comment que tu vois ces trois jeunes-là? C'est trois gars totalement différents, mais c'est trois bons prospects. Là. Tu sais, je commence avec Jan Yannick, c'est un joueur de centre physique, il joue hard dans les coins, un peu comme mon style de jeu. Fait que je l'ai vraiment pris sous mon aile. Là, le coaching staff, il voulait que je l'aide cette année. Fait que il va faire des belles choses. Ça va être un gars, je pense, selon moi, un gars de troisième trio qui va être capable de jouer contre les meilleurs trios adverses physiques, comme j'ai dit. Barrett Hayton, lui, c'était quand même sa troisième année professionnelle. Fait que lui, il a déjà l'attitude d'un vétéran. Il travaille fort, il a des mains incroyables, un bon lancer. C'est un peu comme le style à Matthews, là, de la manière qu'il lance. C'était le fun de le regarder aller. Après ça, Victor Soderstrom, lui, c'est un Suédois. C'est sa première année en Amérique du Nord. L'an passé, il avait joué un petit peu, mais il était retourné en Suède. Plus tranquille. Il dit pas grand-chose. Des fois, j'essayais de le faire rire un peu. C'était quasiment mon objectif de la journée de le faire rire. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu as réussi? Ouais, j'ai réussi une couple de fois, mais plus vers la fin de l'année. Au début, j'étais pas. Des fois, les bureaux ils se tiennent ensemble, là, fait que j'étais pas dans la gang, mais à la fin, j'ai réussi. Puis c'est un bon défenseur, là, un bon droitier. Bon, tu sais, quand tu viens de Suède, il y en a qui parlent même pas la langue, tout, c'est un peu plus dur de s'intégrer, j'imagine. Ouais, c'est sûr. Au moins, heureusement que t'es là. Ouais, exact. Je sais ce que c'est là, d'être un jeune qui arrive, fait que surtout de venir d'un autre pays comme ça, là, fallait que je l'aide. La plupart des jeunes, on va dire, OK, qu'il y a un jeune qui va arriver dans la Ligue américaine qui est en train d'écouter le podcast, là, même si ça va sûrement pas arriver. Ça serait quoi tes conseils que tu lui donnerais avant qu'il commence la AHL? Ben, n'importe quel, que ce soit pas quelqu'un de la Ligue américaine, mais faut que tu connaisses ton rôle, tu saches ce que tu es capable de donner, puis qu'est-ce qui va te permettre de passer à l'autre niveau. Fait que, si je suis un gars physique, mon but quand je vais jouer, ça va pas être nécessairement d'essayer de déjouer tout le monde, de faire scorer des buts, parce que je sais qu'il y en a qui sont capables de mieux le faire que moi. Mais moi, je sais que je suis capable d'être un bon leader, d'être performant défensivement, d'être un bon coéquipier. Mais ça, je sais qu'il n'y a pas grand monde qui sont capables de le faire. Fait que tu fais ton rôle, puis tu essaies que ça fonctionne le plus possible pour passer à l'autre niveau. Tu m'as convaincu, let's go. Ben, c'est sûr qu'avoir des gars comme toi qui vont aider ces jeunes-là à se sentir bien dans l'équipe, c'est un grand plus. Sinon, si on parle de ça, jouer ton rôle, jouer physique, c'est ça, t'es un gars qui te donne à 100 000%, t'as pas peur comme tu dis, de jouer physique, de jouer ton rôle. Puis aussi, ben, t'as pas peur de te battre non plus. On est d'accord avec ça? Ah, des fois, ça arrive. Ouais, c'est ça. Puis, ben, comme
je veux pas dire ça par exemple, mais t'as quand même 68 minutes de pénalité cette année, ok? Fait que, je sais pas exactement, je t'avoue que je suis pas tant les matchs des Tucson que ça Ouais. au quotidien, puis nécessairement, tu sais, ça passe pas à RDS, malheureusement non plus, vraiment, les matchs à Ouais. HR, même le Rocket de Laval, ça, c'est un C'est problème ça, aussi. ouais. Mais, ma question que je voulais venir avec ça, c'est, il y en a qui commencent à parler du fait que la bagarre a pas sa place dans le hockey. La bagarre devrait être exclue. Puis là, je vais te dire mon avis avant parce que faut que je le dise. Non, ça fait partie du hockey, ça fait partie de l'origine d'après moi. Mais toi, c'est quoi ton avis à propos de ça? Ça serait quoi de différent si on enlèverait la bagarre du hockey? Ben, il y a tout le temps une zone grise dans tout. Puis selon moi, la bagarre stagée qu'on appelle de goons qui sont juste sur la glace pour se battre, puis ils jouent 4-5 chiffres, ça devrait plus exister. Ok. Mais l'émotion, tu sais, le hockey, c'est un sport d'émotion. Le Ouais. hockey, c'est un sport qui a Ouais. le droit de frapper. Tu as quand même un arme, un bâton dans les mains qui peut se transformer en arme. Fait que d'être capable de se défendre toi-même, je pense qu'il faut que ça reste au hockey, sinon ça va devenir un petit peu plus, je dirais pas dangereux, mais les gens qui voudront pas faire face à la musique, ils seront pas obligés de le faire, puis c'est là qu'on va avoir Ouais. un problème. Il y aura des Ouais. coups de cochon, c'est ça, avec le bâton, tout le kit, ouais. Exact, ouais, exactement. Exactement. Puis je sais que c'est un gros débat, mais pour moi, un joueur physique, puis que cette année, tu sais, je me suis pas battu tant que ça, c'est peut-être 5 bagarres, peut-être 5 ou 6 en tout cas, en 40 matchs. Quand tu regardes ça, c'est pas beaucoup, mais mes bagarres, ça a tout le temps parti de j'ai reçu un coup de chien ou une coupe de mise en échec, puis ça a escaladé. Fait que ça a jamais été tu tapes sur les pattes d'un gars, tu comptes battre parce que ça change pas, ça change rien. Fait que les gars qui savent pas jouer, qui sont juste des boxeurs sur patin, selon moi, ça devrait plus exister. Puis la Ligue américaine s'en va quand même vers ça parce que là, on est rendu avec une règle que c'est 10 bagarres maximum dans une saison de 70 matchs d'habitude. Fait que quand tu regardes ça, c'est une fois ou 7 matchs. Fait que te battre une fois ou 7 matchs, les toughs là, dans les années, mettons, 10 ans dans la Ligue américaine, ils se battaient quasiment à chaque match, là, des saisons de 40, 50 batailles. Fait que ça, c'est incroyable. Je veux voir le nombre de minutes de pénalité. Je sais pas comment il faisait, là, mais ça disparaît. Fait que moi, attends, on va calculer ça. 5 fois 40 minimum. Ça fait peut-être 200 minutes. Ça fait du 200 minutes. Si vous regardez des joueurs, là, des équipes sur HockeyDB des années 2000 à 2007-2008, tu as tout le temps des joueurs à au-dessus de 200 minutes de punition. Ouais, c'est ça. Mais là, au moins c'est rendu moins pire. Là. Déjà, on a régressé un peu de minutes de pénalité, je trouve. C'est ça. Fait que déjà, je trouve qu'il y a plus de batteurs avec l'émotion. Mais mettons, on prend un exemple. Là. Quand John Tavares s'est blessé, c'était-tu vrai? Tu penses que c'était-tu une bagarre d'émotion, Foligno puis Perry? Non, mais tu sais, ces gars-là, c'est des vétérans, c'est des gars d'au-dessus de 30 ans. Fait que ce code-là, ils l'ont suivi depuis qu'ils étaient jeunes. Si jamais c'était arrivé à des recrues, là, j'ai juste en tête les jeunes, Suzuki et Caulfield, je pense pas qu'il y aurait eu de bataille après ça. C'est plus parce que les gars impliqués, c'était des vieux de la vieille qui avaient encore cette mentalité-là, puis c'est pour ça que c'est arrivé. Là. Ouais, puis aussi, moi, je pense une autre raison pourquoi, c'est parce que là, tu viens d'avoir un gros accident qui a mis un peu tout le monde pas dans le mal, mais tu sais, ça a impliqué un peu tout le monde, puis c'est un peu, tu sais, les gens, on a vu là, surtout Matthews, même du côté des Canadiens, ils étaient tous un peu déboussolés par ça, puis je pense que des vétérans de prendre leur place, puis de se battre pour... Je sais pas pourquoi les gars irient en avant, je suis désolé, mais en tout cas, peut-être que de faire cette bagarre-là, puis juste de remettre l'émotion dans le game, puis de changer l'idée aux gars, c'était peut-être un autre de leur but pourquoi ils ont fait ça. Ouais, peut-être aussi. Puis je sais que Foligno, lui, il arrivait de Columbus. Fait que quand tu arrives dans une nouvelle équipe, tu fais les playoffs, tu veux lui prouver que. Puis je l'ai vécu aussi, tu veux lui prouver que tu es avec eux autres à 100%, que tu vas les aider, puis que tu vas être un bon joueur pour eux. Fait que là, lui, il s'est dit, c'est mon capitaine qui s'est fait frapper, peu importe si ça a été par exprès ou non, il faut que je le défende, puis dans la chambre après ça, les gars vont être contents. Mais ça, c'est la mentalité du hockey. Là. Mais mettons si on pogne l'incident. Genre, l'incident Tom Wilson là, contre les Rangers là, qui avait fessé tout le monde, là. On sait pas trop qui a fait ça en premier ou qui que. Ça, tu penses que ça a sa place ou pas pantoute? C'était limite ça aussi. Tu sais, Wilson, moi la seule chose que j'ai moins, c'est que quand un gars qui est plus fort physiquement va partir après les meilleurs joueurs adverses, ben
moi, j'ai plus de difficulté avec ça. Fait que Wilson, après ça, il pogne Reeves ou des gros gars comme ça. C'est des gars de son weight class qu'on appelle. Fait que oui, il fait super bien sa job. Moi, je le prendrais dans mon équipe. Mais je resterais dans les limites là, quand même. Là. Ouais, c'est ça. S'en prendre, comme tu as dit, au gars de sa force, puis pas un Panarin oui, il a un extrêmement de talent, mais physiquement, c'est pas le gars le plus imposant. Là, puis on l'a vu comment Wilson l'a malmené. Puis moi aussi, c'est sa réaction après, de sentir le plus fort, puis de jamais arrêter à gosser. Ça, c'est juste moi aussi en termes de gars. Je suis un fan de hockey. Puis c'est de même, j'aime pas Wilson. C'est comme ça, puis le voir après ça continuer à se sentir fort dans le banc des pénalités, puis à se mettre de même comme Gaba fait, là. Ça vient me chercher, ça vient me chercher. Ben, c'est pas je trouve que c'est pas l'attitude à avoir. Je trouve qu'il a un peu exagéré dans son mouvement. Il avait déjà mis 2 gars à terre, là. Il en a rajouté. Je suis d'accord. En plus, Panarin qui avait pas de casque au moment même, puis Wilson qui le met à terre comme ça. Là. C'est dangereux. Ouais. Sinon, peut-être pour un peu, j'avais déjà parlé de ça dans mon podcast, mais un peu pour abaisser les taux de gens qui se blessent durant les backcourts, peut-être que enlever son, excuse-moi, il y a Alex qui a une face en haut, enlever son casque lors des batailles. Est-ce que tu penses que ça pourrait faire une différence à une règle que quand tu fais une bataille, t'as pas le droit d'avoir ton casque parce que j'en vois parfois partir d'une bataille, garder leur casque, puis un coup de poing sur un casque, ça peut faire mal aux jointures, vraiment. Ouais, justement. Ouais, mais en même temps, si t'es vraiment fâché puis la bagarre elle arrive pour une bonne raison, selon moi, t'as pas le temps d'enlever ton casque. Là. Tu veux juste te pogner avec le gars parce que ça se fait vite. Là. Fait que oui, d'enlever son casque, je pense pas que c'est nécessaire. Là. Si tu le fais, c'est parce que c'est une bagarre planifiée et que t'es pas si fâché que ça. Là. C'est pour d'autres raisons. Ok. Ouais, ok. Fait que parce que quand t'es dans l'émotion, t'oublies un peu les règles. Ça passe pas en premier. Oui. Non, c'est ça, puis t'as même pas le temps de décider d'enlever ton casque parce que t'es tellement proche du gars parce que vous venez de frapper ou vient d'avoir de quoi. Ça fait juste partir. Ça part. Ok, ouais. Ça, c'est un truc différent que j'avais pas pensé sur le coup. Moi, dans ma tête, t'enlèves pas ton casque. Je vois pas pourquoi, mais ça, quand tu me dis ça de même, je comprends mieux. Quand t'es dans le game, là. Quand t'es dans le game. Avoir un point de vue comme ça, c'est quand même intéressant parce que j'ai pas vu de cette manière-là. Moi, j'ai une autre petite question pour toi. De jouer dans la même division tout le temps, qu'est-ce que ça a fait? Genre, tu sais, t'as pas joué contre le Rocket, t'as pas joué contre le Moose, pis tout. Genre, non. Qu'est-ce que ça change genre dans le mental d'un joueur de tout le temps jouer contre les mêmes équipes? Dans la stratégie aussi. Tu connais ta division par cœur, là. Mais nous autres, on a été chanceux. On a quand même 8 équipes là, dans notre division. Il y a des clubs qui ont joué contre 2 ou 3, 4 équipes. Là, ça peut être l'enfer. Mais ça crée de l'animosité. Ouais, exact. Bridgeport ont joué contre Providence puis Hartford. Là, mais nous autres, on avait 8 équipes. Mais quand même, ça crée de l'animosité parce qu'on avait 40 matchs. Tu joues 5-6 fois contre chaque équipe. Ouais. Tu connais chaque joueur, puis il y a une chance qu'il y a des gars qui font caller up puis caller down parce que si c'est la même équipe à chaque match pendant toute une saison, là, c'est là que l'animosité commence parce que tu joues contre un gars, premier match, il te donne un coup de bâton, t'es pas content. Deuxième match, toi tu le frappes. Là, après ça, troisième match, ça l'escarade. Ouais. C'est quand ça l'arrête après ça. Ça doit créer. C'est le même. Ouais. Ça crée beaucoup d'animosité. C'est ça que j'allais dire. Ça doit créer des maudites bonnes rivalités, ça. Ouais, des bonnes rivalités comme nous autres, c'est San Diego, là, notre grosse rivalité. Puis c'est tout le temps serré, c'est tout le temps physique. Des fois dans le warm-up, ça se passe, ça s'écœure un peu. Fait que, mais moi j'aime ça, là, c'est du bon hockey. Ouais. Si t'as un gars dans la ligue ou peu importe, là, est-ce que quand je te dis juste le gars contre qui t'aimes le moins jouer, est-ce que t'en as un qui vient en tête? Le gars qui joue mieux son rôle défensivement, offensivement, est-ce que t'en as un qui vient en tête directement? À San Diego, il y a vraiment un bon joueur, je trouve. Moi, je comprends pas pourquoi il joue pas plus souvent dans la Ligue nationale. C'est Sam Carrick. C'est un joueur de centre physique, un peu de mon style de jeu. Il a joué un petit peu à Toronto. C'est leur capitaine à San Diego. Il a des grosses saisons, il fait beaucoup de points. Puis tout. Puis, c'est un gars que j'aime. Je n'aime pas ça jouer contre lui. Mais je respecte vraiment sa game. Puis, je pense qu'il devrait mériter une plus grosse chance là, dans le national. Ouais. Oh, ben c'est vraiment cool à savoir. Puis c'est ça, le Sam Carrick qui, cette année,
a 24 points en 27 matchs AHL et 6 points en 13 matchs NHL. Dans les deux, il est dans le positif. Avec la AHL, il y a un plus 5, puis dans la NHL, un plus 4. Fait que des très bonnes stats aussi, ouais. Bon, ben, je pense qu'on a pas mal fini pour parler de tes expériences AHL. Ben, j'essayais de trouver quelque chose, là. Dans ta division, est-ce que tu avais les Silver Knights ou tu les avais pas? Ouais, on avait le club de Vegas, c'était leur première année. Ouais, c'est ça. Est-ce que, genre, c'était la première fois que vous les affrontiez, j'imagine, autant que ça, parce que Chicago, c'est quand même loin c'est quand même loin de Tucson, selon mes calculs. Comment, tu sais, qu'est-ce que ça a fait de jouer contre eux plus souvent, puis de trouver quand même des talents, là. T'as des joueurs de talent dans cette équipe-là, l'air de rien, là. Cody Glass, entre autres. Ouais, lui, il a joué contre nous tous ses matchs. Je pense qu'il a joué peut-être 4-5 matchs dans l'année dans la Ligue américaine, puis c'était tout contre nous. Mais on jouait contre Chicago avant, mais là, ça a été à Vegas. Fait que c'était plus d'être à Vegas avec les gars. On a quand même eu du fun. C'était une belle fin de semaine. Ils ont un bon club. Ils ont un bon club de hockey. Puis souvent, dans la Ligue américaine, quand tu veux gagner, c'est parce qu'il faut que tu aies un bon mélange de vétérans qui sont performants puis des bons prospects. Là. Fait qu'il y avait des jeunes, c'est Cody Glass, Dugan, Logan Thompson, qui est le gardien de but, qui sort universitaire. C'était des bons prospects, puis il y avait des joueurs plus vieux, là, comme Korczak, puis des gars comme ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, là. Mais c'est qui le joueur dans la AHL au complet, là, ok? Que tu dis, ce gars-là mérite plus qu'une chance en NHL. Genre, tu sais, il mérite une place à temps plein en NHL, puis il l'a pas. C'est quel gars que tu pourrais dire ça de lui, là? Je dirais que c'est mon chum Frédéric Gaudreau. Okay. Il a fini l'année à Pittsburgh, mais c'est un gars, là, depuis qu'on est jeune, c'est un bon gars, un bon leader aussi, pratique ses skills, extrêmement talentueux. Puis je pense qu'il devrait être dans la Ligue nationale à temps plein, là, puis je lui souhaite de signer un contrat avec Pittsburgh, un one-way qu'on appelle, là, pour pouvoir rester là, puis de pouvoir faire ses classes. Mais c'est sûr, je suis sûr qu'il est capable de jouer sur un top 6. Il a le talent pour ça. C'est juste une opportunité. Là. Il y a eu des solides séries aussi, là, Frédéric Gaudreau. C'était impressionnant à voir. Il y a un sale shot aussi. Pour vrai, je le connaissais pas. Puis j'ai découvert un joueur en lui que genre je pourrais vraiment aimer. Là. Pas par rapport à l'équipe, on va se le dire, parce que j'aime pas vraiment Pittsburgh, mais par rapport aux joueurs. Ça pourrait, honnêtement, je trouve qu'il y a un bon potentiel pour devenir, comme tu dis, un joueur top 6. Là, ça pourrait très bien arriver. Moi aussi, je l'ai découvert en série. Et si tu le recroises d'ici là, tu lui souhaiteras bonne chance de la part du trio en analyse. C'est vrai, moi, je dis ça. C'est ça, puis on peut dire que les stats, ça dit pas tout, mais quand tu regardes ça, durant sa saison normale avec les Penguins de Pittsburgh, là, en seulement 19 matchs, il y a un plus 10 de différentiel, 10 points. En série, plus 3 de différentiel, considérant que les Penguins ont perdu cette série-là, avec 3 points en 6 matchs, c'est extrêmement bon. Exactement. C'est un gars qui va jouer sa quatrième ligne, il chialera pas, il va rien dire, mais je le sais qu'il est capable de plus. T'sais, quand tu regardes Vegas, leur première saison, tout le monde pensait qu'il n'y avait pas de club, puis après ça, ils sont allés en finale de la Coupe. Ben, pourquoi? Ils venaient d'où, ces joueurs-là? C'est tous des gars, encore une fois, qui avaient peut-être moins l'opportunité. William Karlsson, il jouait sur une troisième, ça marquait moins que Tortorella. Après ça, ils s'en vont le chercher par Alex Stock. Il est au Minnesota, il joue pas, il est coincé en arrière des prospects, il donne une chance, il saute. Fait que, il y a beaucoup de joueurs de même qui sont underrated, qu'on dit que s'il y avait une chance, ça ferait une différence. Là. Ouais, puis c'est ça, il y a aussi la chance qu'un recruteur. Oups, excusez-moi mon micro. Il y a aussi la chance qu'un recruteur te voit. C'est ça, tu sais, ça l'arrive parfois, mais le pourcentage de chance que ça l'arrive n'est pas tant élevé non plus. Ouais, mais c'est ça. Mais comme tu dis, là, tu as parlé de William Karlsson puis tout ça. Est-ce que tu penses que, tu sais, avec l'arrivée de Seattle, est-ce que tu penses que Ron Francis pourrait aller chercher un gars genre, tu sais, qui joue AHL en ce moment, qui pourrait avoir le potentiel de jouer à NHL, mettons, je sais pas moi, Sam Carrick, comme tu en as parlé tantôt, là. Est-ce que tu penses qu'il y aurait une possibilité? C'est sûr. Ben oui, Vegas l'ont fait avec William Carrier. William Carrier était à Rochester, il jouait contre moi 2-3 ans. Ça allait pas tant si bien que ça
à Rochester, à Buffalo. Puis après ça, paf, il joue à temps plein, puis il n'est jamais retourné après ça dans la Ligue américaine. Fait que des joueurs comme lui, c'est sûr. Puis toute l'année, là, ils ont scouté, puis ça fait quand même une coupe de job de plus. Là, fait que je suis bien content qu'il y ait un nouveau club. Ouais. Toi, est-ce que tu penses, justement, tant qu'à parler de ça, est-ce que tu penses que le draft des prospects qui peuvent aller plus haut, puis des recruteurs qui doivent observer les joueurs, est-ce que tu penses que le fait de la COVID, ça va impacter le draft 2000, le draft qui s'en vient, le 2021? Puis est-ce que tu penses qu'il va être autant bon que les autres années à cause de ça, ou il y aura des picks off the board puis des mauvais choix aussi? Ben, tu sais, à chaque année, il y a des bons picks, des picks plus différents, mais la seule différence, je crois que ça va être dans la disparité. Tu sais, peut-être que là, cette année-là, vu que la OHL, ils n'ont pas joué, la WHL, ils ont joué juste une coupe de game, qu'il y a juste les top prospects qui ont joué soit en Europe ou les gars de collège américain. Là, tu vas voir les gars de collège américain, peut-être, là, LHMQ, exactement, que leur année de développement, qui ont joué des games, vont faire vraiment une différence. Là, parce qu'à 17 ans, 18 ans, c'est là que peut exploser en année ou juste stagner. Là. Fait que de la provenance des joueurs, mettons leur succès futur, d'où qu'ils viennent, comparé à est-ce qu'ils ont joué ou est-ce qu'ils n'ont pas joué en 2021, 2020, 2021, je pense que ça va faire une différence. Là. C'est ça, parce que pense au gars qui est en train de choisir le gars qui va draft, même si il y a deux joueurs dans deux ligues différentes qui trouvent bon, s'il y en a un qui a pu voir cette année, l'autre qui a pas pu voir, il va prendre lui qui a le plus de chance. Sa chance est le plus sûre parce qu'il a vu son année de développement puis il va opter pour lui. Fait que c'est sûr que ça va défavoriser certains joueurs de la OHL. Exact. Mm-hmm. Ouais. Est-ce qu'on a pas mal fini avec le... Ouais. Ouais. Alex. Maintenant, on pourrait peut-être passer. Si tu as une couple d'anecdotes à nous raconter, des affaires qui est arrivées. Dans la chambre, des petites histoires bien drôles. Je sais pas, ça une coupe qui vient en tête. Ben, moi, une fois à Saint-John, c'était en première année. À Saint-John, c'était un aéroport, puis il faut que tu prennes l'avion pour y aller. Puis nos vols ont été cancellés back-à-back comme 2-3 fois. Fait que pour se rendre, on jouait le mardi, puis on prenait l'avion le dimanche. Puis pour se rendre, il fallait finalement prendre 2 vols. Fait que là, j'avais passé toute la nuit avec les plus jeunes, parce que évidemment, les plus vieux, ils ont pris le premier avion, puis les plus jeunes, on prenait le deuxième. Fait que le deuxième avion, on l'avait pris à 5 heures du matin là, pour se rendre à Saint-Jean. Ça a été une belle nuit passée dans l'aéroport. Mais malade. C'est pas mal ça, là. Ouais, c'est une de nos histoires, là. Ça a été quoi en attendant? Vous avez joué une petite game de Monopoly? Ouais, on a joué aux cartes. Les gars, c'est des gros joueurs de cartes. Là. Souvent dans l'autobus, encore une fois, t'as les vétérans en arrière. Cette année-là, à Milwaukee, c'est là que les gars jouaient le plus aux cartes. Là. Jared Tenordi, c'était notre gros leader. Fait qu'il joue aux cartes. Puis là, après, ça descend les gars dans le milieu. Fait que moi, je commençais au début de l'autobus. Puis là, quand mes années, je suis rendu dans le milieu à Milwaukee. Fait que nous autres, pendant notre game de cartes, eux autres, il y avait leur grosse game de cartes avec les gros joueurs. Puis tout ça. Puis là, ma 6e année, c'est moi qui étais dans le fond de l'autobus. Là. Fait que c'est une progression. Cool à voir. Est-ce que, genre, c'est qui le gars le plus drôle dans la chambre cette année avec les Roadrunners? Le gars qui parlait le plus, le un peu foufou. Le plus foufou cette année, on n'avait pas... C'est un que je peux vous donner, là, un des drôles avec qui j'ai joué, c'est Brett Lernout dans l'organisation canadienne. Lui, c'est un franco-manitobain, il parle français, il comprend bien le français, mais il voulait pas nécessairement qu'on le sache qu'il parlait français. Fait que nos premiers camps d'entraînement, à Montréal, on dînait un moment donné, puis on était juste les Québécois ensemble. Puis là, Brett, il était assis à côté de nous, mais il nous parlait pas. Maintenant, il faisait ses affaires avec les autres gars. Fait que là, nous autres, les Québécois, on parlait, on disait des niaiseries. Puis un moment donné, il y en a un qui disait une joke. Puis là, Brett, il part à rire. Fait que là, c'était en même temps. Fait que là, je me reviens de voir, je dis, do you understand French? Fait que là, il dit, oh oui, je parle français. Ben voyons, ça fait 2 semaines qu'on est dessus, puis il l'a même pas dit encore. Je ne savais pas que vous le sachiez, mais lui, c'est tellement comique, là. Il fait 6 pieds 5, c'est un grand bonhomme, il aime ça faire des jokes. Fait que non, c'est un des gars les plus drôles avec qui j'ai joué. Vraiment cool à savoir ça aussi. Puis Brett Lernout, sincèrement, je m'attendais pas à ça. Je le voyais plus comme un grand gaillard qui parlait pas tant que ça. Ouais, c'est ça. Ouais, non, il a une grosse barbe, là. Non, c'est pas un petit géant, là.
Non, c'est un bon comique. Ah! Ça me surprend, mais vraiment tout à savoir. Là, il est 8h07, je sais à la base, on t'avait dit qu'on finissait à 8h, fait que on peut passer au dernier segment. La NHL en ce moment, les playoffs, on est en demi-finale. Les Canadiens sont là, sincèrement, en tant que fan des Canadiens, comme tout le monde ici, excepté Danick, parce que oui, il est fan des Islanders. Mais lui aussi, ton équipe est là, mon Dan. Oui. Nos deux équipes sont là. Islanders contre Tampa, Canadiens contre Vegas. Islanders gagnent déjà 1-1 dans la série, 1-0 dans la série. Alors que les Canadiens contre Vegas, pour nous, ça commence à soir. Toi, d'après toi, c'est qui a le plus de chances de gagner la Coupe? Puis c'est quoi tes prédictions pour ces deux séries-là? Le plus de chances, j'ai vraiment, cette année, c'est une des années que j'ai regardé le plus les séries, là, étant moi-même éliminé, puis à la maison. Là. Je pense que Vegas va gagner. Là. N'en déplaise à vous autres, là, le Canadien. Non, c'est correct. C'est juste que quand je regardais la série Winnipeg contre Montréal, puis Colorado contre Vegas, c'était deux games complètement différentes. Là. Ouais. C'est Colorado-Vegas. C'est peut-être à cause des fans qui étaient plus qui étaient plus présents, mais McKinnon, sa vitesse, après ça, Vegas, la manière qu'ils ferment le jeu défensivement, ils ont du punch à l'attaque, c'est Stone, Pacioretty, Carlson, Riley. Ils sont complets. Partout, ils sont vraiment complets. Ils sont très, très complets. Fait que Montréal, tu sais, Dano, oui, il va faire une grosse job contre une ligne, mais Winnipeg, c'était pas mal ça. Il y avait une ligne, Dubois, il n'y a pas eu une grosse série. Après ça, Connor non plus. Là, tu vois, contre Toronto, il y a shutdown Marner, qui était une grosse ligne aussi avec le départ de Tavares. Fait que ça va être intéressant de voir comment Montréal peut faire là, contre une équipe qui a 4 grosses lignes. Ouais. Puis, est-ce que toi, tu dis que Vegas vont aller pour la Coupe? C'est vrai que c'est une équipe extrêmement complète. Est-ce que tu vois peut-être un joueur que les fans, en général, oublient ou les fans sous-estiment dans l'équipe de Vegas? Le plus impressionnant, selon moi, c'est Alex Stock. Un gars de même, là, 6'4", qui patine comme le vent, qui protège bien sa rondelle, c'est pas donné à tout le monde. Là. Puis, c'est mon joueur numéro 1, mais mon préféré, c'est quand même Marchessault. Même, si vous regardez son hockey DB, sa carrière, c'est fou. Là. Il a joué justement, je suis sûr qu'il a joué dans East Coast, Ligue américaine, après ça, Ligue nationale, puis partout qu'il a passé, il a fait des points. Puis là, il va jouer contre Montréal, fait que ça va être sa grosse célébration. Ben écoute, je respecte ta décision de Vegas. Je pense que les Canadiens ont causé tellement de surprises que même si on perd contre Vegas, je vais être content de mon équipe. Puis Vegas, honnêtement, ils ont quand même, mais faut rester rationnel. Ouais, c'est ça. Parce que Vegas, honnêtement, les deuxièmes dans la ligue, c'est pas rien. Là. Puis ils ont leur chance de gagner la coupe. Là. C'est peut-être vraiment leur année. Là. Canadien en 4. Exact. Sinon, puis c'est sûr que deux facteurs très importants, ça va être d'un côté Marc-André Fleury, de l'autre côté Carey Price. On sait que ces deux-là peuvent faire des miracles. S'il y en a un qui est plus faible que l'autre, c'est sûr que là, ça peut faire une grosse différence. Mais d'après toi, en combien de matchs ça va finir, cette série-là, pour Vegas? Je pense que ça va être long. Disons que le 6e match est à Montréal, peut-être en 7. Je vais y aller en 7. Oh, ok. Je suis au bout, j'accepte. Je suis au bout. Moi, je dis Canadien en 4. Marquis est beaucoup trop confiant. Moi, je dis Islanders en 2 contre Tampa. Puis de l'autre côté, justement, Islanders contre Tampa, c'est quoi que tu vois dans cette série-là? Je pense que Tampa va revenir. Ils ont trop de bons joueurs offensivement là, pour être shutdown toute la série. Ça a fini quoi? 3-1, filet désert? 2-1. 2-1, non, filet désert. Il n'y a pas eu de filet désert. Non. Ouais, c'est ça, mais je pense pas que Tampa Bay va scorer juste un but là, toutes les séries. Puis après ça, les Islanders ont de la misère à scorer 3 buts dans une game. Ben, pas en série, c'est l'équipe avec le plus de buts scorés. Faut pas que tu l'oublies. Ouais. Puis depuis le début de série, il me semble qu'ils ont vraiment de la misère à 5 contre 5. Les Tampa, vraiment. Écoute, Tampa ont 19 buts à 5 contre 5. Islanders, ils en ont 37 si je me trompe pas. Fait que si Islanders évitent la penalty box, ben ils sont corrects. Là. Moi aussi, c'est ça. Les Islanders sont pas reconnus pour être l'équipe la plus forte offensivement, mais c'est ça, durant ces séries-là, ils font des miracles, des jeux extraordinaires aussi, là, des jeux de passe, puis des sorties de zone. Moi, les sorties de zone des Islanders, je les adore, sincèrement. Hey, ça va tellement bien, pour de vrai, là. Puis, c'est ça. Aussi, défensivement, très fort. Barry Trotz réussit à faire jouer tous ses joueurs
un bon jeu, un bon style défensif. Ouais. Fait que vraiment, ça va être de voir si ils vont être capables de bloquer les grosses stars, les grosses puissances de Tampa, qui sont 18 millions over the cap, juste pour le mentionner. Ouais. Puis ça va être une excellente série. Là-dessus, on parle beaucoup de Tampa, là, mais je sais pas si vous savez, mais Vegas sont au-dessus du cap aussi. C'est juste qu'eux autres, ils ont eu des pénalités salariales, des pénalités monétaires, excuse. Ouais, mais au début de la saison, il devait. 10 millions. Il jouait genre à 4-5 défenseurs des fois une game. Ouais, au début de la saison, il était à 10 millions au-dessus du cap. Aujourd'hui, ils sont comme à 4 millions, mais ça reste que. Ils jouent au-dessus de la masse salariale, eux autres aussi. Là. Fait que c'est deux équipes qui jouent au-dessus de la masse contre deux équipes qui causent des surprises. Ouais. Puis, mais quand tu regardes ça, le Tampa Bay, là, leur match, ils ont joué ça. Tu sais, ils ont peut-être pas scoré beaucoup de buts, mais ils ont gagné. Ils ont gagné leur match à des matchs serrés. Ouais. 2 matchs de fil de 2-1 contre Caroline. Là. C'est pas des matchs offensifs, c'est des matchs où la défensive elle prend vraiment de la place. Puis ça fait qu'ils gagnent des matchs. Puis la défensive de Tampa Bay, si elle se présente, ça peut être dur de. Ben, si défensive se présente, écoute, des deux bords, ça peut être serré. Mais comme plusieurs fans de la Caroline ont dit, tant que les Islanders évitent la boîte de pénalités, ils gagnent. Ouais. Leur powerplay est incroyable. Même les fans de la Caroline en commentaire des Islanders sur Instagram, sur Twitter puis tout ça, ils disent évitez la boîte de pénalité. On veut que vous gagniez. On s'est fait battre par une équipe à 17 millions au-dessus du cap. Ouais. Puis on veut que vous gagniez ça. Mais le seul bémol là-dedans, c'est que si vous pognez des pénalités, c'est fini. C'est fini. Le but de pointe hier, c'est en avantage numérique. Exact. Puis, tu sais, c'est la Caroline, si vous avez checké la série qu'on ne t'aime pas, c'était juste des pénalités qui pognaient la Caroline. C'était tout le temps des trips. Ouais, ben totalement. Puis toi, Jérémy, qu'est-ce que t'en penses de ce 18 ou 17 millions over the cap là? Est-ce que tu penses que c'est légal? Est-ce que tu penses que c'est triché ou c'est juste jouer avec les règles? Il n'y a pas de règle qui dit qu'on n'a pas le droit, fait qu'on va le faire. Ouais, c'est jouer avec les règles. Là. Il y a tout le temps, à chaque convention collective qui signe, il y a tout le temps des GM qui viennent avec des nouvelles idées. La dernière convention collective, c'était les échanges de joueurs qui sont déjà retired, qui ont déjà pris leur retraite, mais qu'ils comptent encore beaucoup pour la masse. Là. Les Coyotes, dans leur équipe, il y avait Pavel Datsyuk, Chris Pronger, puis Maria Massa. Les contrats étaient... Fait que tant que ça va arriver, je veux dire, tant qu'ils vont pouvoir le faire, ça va arriver. Puis la prochaine convention collective, ils vont sûrement régler ça comme problème. Mais ils vont quand même trouver d'autres choses, les directeurs généraux. Là. Fait qu'en ce moment, c'est ça. Puis dans 5-6 ans, quand ils vont signer, quand ils vont changer les règles, ça va être d'autres choses. Mais, mais c'est à quel point tu vois que Julien Brisebois est brillant. C'est ça. Vraiment. Aussi, c'est ça, mais le seul problème là-dedans, c'est que si... Tu sais, il se fait pas d'amis là. Oui, il est brillant, mais le gars se fait pas d'amis, puis jouer sur le bord des règles de même, mettons qu'il se fait sacrer dans 2 ans dehors de Tampa parce que ça marche plus pantoute. Il y a peut-être pas toutes les équipes qui vont vouloir aller le chercher parce que ce gars-là, oui, il est bright, mais il joue tellement aux limites des règles que... Tu sais, c'est... Les équipes sont moins portées à aller chercher des DG de même. Je sais pas, ça se peut qu'il embrasse son ingéniosité aussi. Justement. C'est ça. Moi, je vois un gars intelligent de même, je suis propriétaire d'une équipe, je suis Jeff Molson, là. OK, on a Bergevin qu'après 8 ans, on peut dire qu'il fait la job après 8 ans. Brisebois ne reviendra jamais à Montréal. Gigi a passé par là. Je le sais. Je le sais. Mais on va dire là, que je suis Jeff Molson puis que je me dis, tabarouette, en fait, il est intelligent, là. On va dire que c'était moi. Ben, je vais pas me dire non, vu qu'il a fait ça, je vais pas le signer. Je vais me dire, OK, il est bright, ce gars-là. Moi, aller le signer. Fait que je suis pas vraiment d'accord avec ça. Ouais. C'est sûr, mais une équipe qui est pas totalement riche, pogne les Islanders, c'est carrément un bon exemple. Islanders, c'est pas le plus gros marché, c'est pas la plus grosse équipe. Puis, il irait pas risquer de perdre du cash parce qu'ils ont été ils ont été accusés de triche. Puis, ils iront pas risquer de perdre du cash pour un DG qui est bright, là. Tu comprends? Ouais, mais comment tu veux accuser ce que Julien Brisebois a fait? Ben, tu peux... ça se pourrait... Ben, il joue avec les règles. Il joue avec les règles. John Chaika, en Arizona, il a fait quoi? Il a joué avec les règles, puis ça a donné son renvoi.
Ça, c'est vrai Ouais, pareil. la seule différence là-dessus, c'est que Cheka, ce qu'il a fait en Arizona, c'était pas légal. C'est sûr. Puis là, ils sont fait pénaliser, choix de première ronde, choix de deuxième ronde. Mais selon moi, à la fin de la journée, quand tu veux un gars de hockey, c'est parce que tu veux, ton objectif, c'est de gagner la Coupe Stanley. Fait que peu importe comment ça se fait, avec qui, si le gars il a gagné avant, s'il sait bâtir une équipe, ben, ils vont l'engager. Puis je suis pas mal certain que Julien Brisebois, il va se retrouver une job ailleurs. Là, si jamais il part de Tampa, à cause des équipes qu'il a bâties. Ouais. Mais moi, je pense juste que le seul truc qui pourrait faire en sorte qu'il pourrait être accusé de triche, c'est d'avoir menti sur la condition, la santé de Kucherov. Exact. Parce que le fait que dès le premier match des séries, il retourne à 100% puis il est le meilleur pointeur des séries, c'est ça qui n'a pas de sens. Toute la série, il est blessé. On va chercher la saison. Oh, toute la saison, il est blessé. On va chercher un Savard parce que Kucherov est blessé. On a la place. Là. Puis là, dès que le cap s'en va, ben là, Kucherov est à 100%. Mais c'est ça. Tu sais, je veux dire. Il a été patient. Sur ce côté-là, c'est là qu'il pourrait être accusé de triche. Ouais, c'est la seule raison. C'est là que probablement qu'il est carrément pas légal. Là. Excuse-moi, Kucherov qui revient fort de même. Là. C'est rare que tu vois ça. Là. Un gars blessé toute la saison. Écoute, à son premier match, il a fait genre 2 buts, 2 passes. Je veux dire, Islanders, tu vois Andersley revenir dans une série, sont 7 millions au-dessus du cap. Puis eux autres sont légaux parce qu'Andersley, tu l'as carrément vu se péter le ACL en plein match. Là, tu comprends? Kucherov, tu l'as jamais vu se blesser. Il y a eu une opération, puis je pense qu'il a été remis genre 2-3 mois avant, mais ils l'ont fait. Ils pouvaient pas le faire jouer, il n'y avait pas la place à masse, fait qu'ils l'ont comme suspecté, peut-être blessé, en attendant les séries. Puis aussi, il savait qu'il faisait les séries. Dès le début de la saison, là, victoire après victoire, il savait qu'il n'aurait pas besoin de Kucherov. Peut-être que Kucherov était parti à quelque part puis il s'entraînait sur une glace pour pas qu'on le voie. On voulait au début, mais après, on voulait pas. Là, on m'a dit, ça fait de quoi? C'est Alex, message vocal qu'on entend. Alex? Ouais. Entends tes messages vocaux, mon gars. Bon, ben, je pense qu'on va finir là-dessus. Un grand merci, Jérémy, d'avoir venu. C'est parti un peu en message vocal à la fin, désolé. Comment ça je cache pas. Un grand merci, puis bonne chance pour ta continuité au hockey. Ouais. Pas continuer à donner à 100% comme ça, puis bonne soirée. Puis il va y avoir un post sur notre compte Instagram quand ça va sortir, fait que ben, tu vas être tag dedans, là, puis tout ça. Fait que ça va probablement être demain soir, fait que... Merci d'avoir passé, puis pour vrai, c'était vraiment le fun de jaser et tout ça. Puis comme Gigi dit, bonne chance dans ta continuité au hockey, puis on te souhaite tout le meilleur. Là. Vraiment. Un gros merci encore. Et oublie pas de dire salut à Frédéric Gaudreau de notre part. Hein. Ouais, je vais faire ça aussi. Ciao. Bonne soirée. Un gros merci. Bonne soirée.